Hello! Bonjour! Et bienvenue chez les rôlistes des limbes. La nuit tombe, mais le loup-garou n'apparaît pas parce que le loup-garou, nous l'avons tué lors du dernier one-shot. Parce que si vous ne l'avez pas encore déjà vu, vous êtes spoilé maintenant. Voilà, vous êtes spoilé, effectivement. Mais notre dernier one-shot, après, dans une histoire de loup-garou, dans une enquête comme ça, est-ce que le plus important, c'est de savoir qu'il y a un loup-garou ou de comprendre le contexte, de comprendre et de savoir qui est le loup-garou? Voilà. C'est surtout ça. Parce que, effectivement, dans le one-shot, vous l'avez remarqué très très vite, puisqu'on a fait notre réaction, si vous l'avez pas encore vu, sur la théorie de Donald, on pourra parler dans un instant, mais voilà, c'est un peu comme ça, la théorie de Donald. Mais dès le début du one-shot, il y a le vieux druide, les marques de crocs, et quand même c'est évident qu'on va vers un loup-garou. Est-ce que dès le début, dès que j'ai décrit les crocs, tu as pensé loup-garou ou c'est quand même construit Je me dis que ça ressemblait un petit peu la construction un peu village, le fait que et ce pauvre chien aussi, je me suis dit, il a l'air trop gentil ce petit chien que pour être méchant. Et oui, en effet, quand t'as décrit juste le fait que c'était pas les crocs de ce type de chien, que ça ressemblait pas à ce qui était connu, je me suis dit, ok, c'est bien un cheveu dans le potage. Pas de bonne expression, mais c'est neutre. Ah oui. Et c'est vrai que la théorie d'évolution, je trouve que c'est chouette aussi. En tout cas, moi, j'aime bien comme une enquête, il y a au moins un des éléments qui est évident dès le début et ouais, donc ça donne ça donne vraiment un fil conducteur, tu essaies de construire sur ce fil conducteur, t'es pas là en train d'essayer. Parce que comme tu dis, le principal c'était pas de savoir quel était l'animal au final qui avait tué, c'était de savoir qui avait tué et du coup le pourquoi du comment. Et donc oui, il y a eu la théorie du loup-garou, mais après c'était bien de chercher avec les pistes et tout qui aurait pu faire ça, qui avait des raisons de faire ça aussi. Comme tu dis, c'est ça le but d'une enquête aussi, quoi. Ah oui. Et en plus, ça ne venait pas des gens les plus intolérants qu'on croiserait, comme le forgeron qui détestait tout ce qui était féerique, etc. Un monsieur vraiment déprimé, je pense, finalement. Je crois que ce monsieur avait besoin d'amour et de liberté. Ouais. Et de ne pas être sous le joug d'un méchant maire, finalement. Ouais, pourquoi d'une méchante mamie. D'un méchant druide. Le méchant, finalement, c'était le capitalisme, comme d'habitude. Hein. Le responsable municipal était méchant. Qui aurait pu le deviner? Je ne sais pas. Mais ouais. C'est vrai que c'est peut-être un thème récurrent dans les one-shots, finalement. Mais ouais. Après, c'était cool aussi de voir plus des trucs dans un bestiaire qu'on n'a pas l'habitude non plus de voir, mais aussi le loup-garou est quelque chose qu'on connaît de manière générale. Je pense que c'est pas non plus forcément quelque chose que nous, en tout cas, on a croisé dans les JDR dans des JDR. Parce que souvent on va voir dans des bestiaires peut-être propres à Donjons et Dragons, et en fait, même avec un bestiaire magique réel, on va dire, ancré dans la mythologie classique. Dans la mythologie classique, en fait, on peut vraiment avoir encore beaucoup de choses sympas, je trouve, et ça se marie bien finalement avec cet univers. Et ça, en même temps, le bestiaire de Donjons et Dragons emprunté à pas mal de croyances, c'est qu'au niveau des dieux, etc., à la base. Donc, c'est vrai que ça fonctionne bien, mais on oublie peut-être un peu aussi, parce qu'on a peut-être pas l'habitude de le croiser. Et puis ici, voilà, j'ai vraiment essayé, déjà, je voulais avoir un rendering, c'est-à-dire qu'on pense d'abord que ça soit effectivement le forgeron, mais que ça soit le forgeron, le maire, les différents personnages. Là, vraiment, puisque je voulais vraiment une enquête, un truc où vous êtes beaucoup dans les interactions sociales. Je pense que, en tout cas, dans le système Donjons et Dragons, c'est le one-shot où on a été le plus dans les interactions, et je voulais vraiment qu'ils aient tous des motivations, des défauts, des choses vraiment que ce soit pas juste la caricature, si à la fin c'était un capitaliste, il y avait quand même quelque chose de spécifique par rapport à sa situation où c'était à la fois son privilège, il hérite
comme ça juste parce que c'est le descendant d'un autre, d'un C'est village, ça. d'une office. Mais de l'autre côté, clairement, ça l'énervait parce que lui, il voulait être en ville et donc, du coup, il décidait d'essayer de changer ce village En en une mégalopole. ville. Et donc, voilà. Les hommes. Et, Dans le data center, si ça continue. exactement. Donc c'était bien sympa comme one shot. Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi, et je pense que ce qu'on peut parler aussi, c'est vraiment du développement en improvisation de la relation entre vos deux personnages. C'est vrai que ça a bien fonctionné, je trouve. C'était Je chouette. je Sans trouvais que Manon, c'était. c'était chouette. C'est vrai. Finalement, un seul être nous manque et tout n'est pas forcément dépeuplé. Non, non, non. Mais elle était avec Il y nous a en une énergie pensée, négative qui on vient avait par sa là, force je sais pas avec ce qui se nous, passe. et elle nous a aidés Voilà. mentalement. Et que tu sois C'est maintenant. vrai, c'est clair. Et Elle me je trouvais manque, vraiment que Mais si tu écoutes bien, parfois on l'entend. au gré du vent, dans un souffle. Ce que je trouvais sympa, c'est vraiment que c'était le côté en tout cas, juste sur un one shot comme ça, où on se demandait, est-ce que c'est deux buddies ou est-ce qu'ils ont un passif? Ça faisait vraiment un peu, ils peuvent avoir une relation, peut-être pas, et que je trouvais que c'était vraiment sympa d'avoir cette tension-là, mais d'un côté humoristique, C'est on va pas partager une chambre, on va pas partager un arbre, et puis, Quelque part, t'étais un peu le Sherlock de mon Watson, finalement. C'est vrai. Parce que moi, j'ai essayé de mener l'enquête aussi, mais, enfin, on menait tous les deux l'enquête, mais étant donné que tu étais beaucoup plus insupportable avec les gens, je pense que tu étais Sherlock quand même, à ce niveau-là. Le but était d'être insupportable pour Mmh. révéler la vraie nature des gens. C'est vrai. mais par exemple, vous êtes quand même, vous avez tous les deux parlé aux gens, mais toi, tu as quand même plus cherché des pièces, tiens, il y a du poison à cet endroit-là, il y a ça, tandis que toi, tu es quand même plus parti dans, je parle aux gens. Calme ce pied, s'il te plaît. C'est ma Je jambe. vais trembler tout le fauteuil. Et donc, voilà, je pense que ça s'est vraiment fait organiquement, donc, Ouais. Ouais. C'est vrai que j'étais plus dans la recherche d'indices que toi, c'était plutôt en mode. Je vais te harceler jusqu'à ce que tu me donnes les informations que je veux. C'est vrai. Finalement, tu étais peut-être le Scooby de mon Fred. C'est vrai que tu tendais des pièges. Ou je dirais peut-être de mon Samy, mais Samy parle pas beaucoup aux gens. T'étais pas assez obnubilé par la nourriture, je pense, pour être saine. On aurait pu faire ça, tendre des pièges de nourriture pour voir qui était le loup-garou. À faire pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Après, s'il avait fallu prendre. Ah non, parce qu'il mangeait personne finalement, le loup-garou. Il y avait les enfants, etc., mais ils s'en servaient juste pour faire peur Oui. quelque part, malheureusement. Mais elle a peut-être mangé des œufs féeriques, on n'en sait rien. On ne saura jamais. On ne l'a pas éventré, c'est vrai, on ne l'a pas éventré pour essayer de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il aurait fallu l'éventrer quand il était transformé alors. Oui, mais à l'intérieur, on n'a pas regardé. C'est bien Voilà. dommage. Voilà. et quand même, tous ces vannes naturelles, le combat, c'est quand même C'est vraiment vrai. bien terminé. Parce que moi, je pensais qu'il allait réussir à s'enfuir, mais C'est vrai, cette fois-ci, on a fait des vins naturels et c'était des réussites critiques. C'est ça vous a changé de tartac. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais encore une fois, hein, avant de Maintenant, on est pareil, nos échecs deviennent nos plus grandes réussites. Et sur cette belle phrase, je propose qu'on passe à des red flags. Ouais, parce qu'il y en a plein. Les coéquipiers qui crachent sur ton dos quand tu n'es pas là. C'est ça. Mais qu'en fait, t'es là. Les joueurs crachent sur ton dos. Bah non. alors Mais non, tu lances une non. action. Non, c'est pas vraiment ça le red flag dont je voulais parler. Le premier parle donc des MJ. Et le MJ envoie avant le début de la première session une base de lore qui fait 10 pages. Fait qui est excessive et qui est pas excessive mais qui est long. Ça dépend comment c'est écrit. Et ça dépend si son univers est vraiment... nécessite tout ça parce que c'est un truc plus
créé par lui avec des trucs un peu plus spécifiques et pas ce qui existe déjà dans un univers créé, que ce soit Donjons et Dragons ou autre chose. Et puis, en tant que joueur, on n'a pas tant de choses que ça à préparer avant une session. Donc, en soi, si c'est avant la première session, lire un petit peu des pages, c'est pas si dérangeant non plus, quoi. Dire qu'on n'a pas grand-chose à préparer, tu n'as jamais joué à un âge, en fait. À mage, niveau A, ça va. Ça dépend de où tu commences. Oui, ça va, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est vraiment un red flag, parce que je pense qu'effectivement, si tu débutes une partie, oui, c'est peut-être beaucoup à devoir, enfin, à appréhender. Maintenant, à partir du moment où tu arrives dans un univers dans lequel ton personnage a grandi, t'es quand même censé savoir pas mal de choses, je pense, dessus. Donc, je pense que c'est bien aussi, enfin, ce n'est pas dérangeant s'il y a quand même un lore assez conséquent maintenant. Évidemment, si on te sort un manuel complet que tu dois manger, je pense qu'il faut que tu sois prévenu un peu à l'avance dans quoi tu t'embarques. Ouais. Ça dépend combien de temps avant la session il l'envoie aussi. S'il l'envoie la veille au soir, c'est peut-être un peu chaud. Maintenant, s'il l'envoie assez à l'avance et que ça aide justement à construire les persos et voir à faire des liens de certaines personnes en disant ah bah du coup toi et moi on peut dire qu'on était ensemble là-bas et tout. Après, je pense qu'il faut que ça reste des considérations générales du monde dans lequel tu es et que tu le découvres aussi en tant que joueur au fur et à mesure de la partie, mais que tu ne sois pas surpris finalement d'apprendre qu'il y a, par exemple, tel panthéon qui est normalement le panthéon connu de tous et que c'est un truc que tu es censé connaître à la base quand même. Je dis pas que pour autant tu connais les histoires de tous les dieux dans leur globalité, quoi, mais tu sais que il y a globalement un tel et un tel qui représentent chacun telle chose, par exemple, hein, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais je pense que ça dépend aussi quelque part du contrat que tu passes entre le MJ et les joueurs au début de la... Ça dépend aussi si c'est une campagne ou un one-shot. Peut-être que pour un one-shot, c'est pas nécessaire. Que pour une campagne... Pour la Compagnie des Astres, c'était censé être un one-shot et il y avait plus de 10 pages. Il y avait des images, mais il y avait plus de 10 pages. Mais tu savais aussi que pour la plupart d'entre nous, c'était une première. Oui. Et que du coup, moi par exemple, je connaissais même pas Donjons et Dragons non plus, donc c'est de par ce que tu nous as envoyé que j'ai découvert l'univers, mais j'ai pas eu besoin de lire le manuel du joueur ou des trucs comme ça, je me suis basée uniquement sur ce que tu nous as envoyé, et c'était assez catégorisé quand même avec les dieux, les différentes classes, etc., le monde dans lequel on est à peu près avec la principauté et tout, donc c'était quand même assez clair. Et pour des débutants, je trouve que c'était utile. Après aussi, tu peux avoir le lore écrit quelque part dans lequel tu peux aller chercher des informations. Mais je pense que c'est bien aussi si tu le racontes aussi en première session au début pour contextualiser un peu, ou au cours d'une session 0, tu présentes, non seulement vous créez un peu les personnages, vous regardez un peu les dynamiques que vous allez avoir entre vous, mais tu présentes aussi le monde dans lequel tu vas introduire tes joueurs, ne serait-ce que pour les premières sessions, et après, viendra ce qui adviendra en fonction des aventures que vous allez vivre. Je pense aussi que les joueurs, surtout dans le cadre d'une session 0, mais de façon générale, peuvent aussi être co-créateurs notamment des zones d'où viennent leurs personnages. Et donc, moi, le seul red flag que j'ai là-dedans, c'est est-ce que c'est vraiment genre, voilà le lore, avant même qu'on ait commencé, qu'il est établi exclusivement par le maître du jeu qui a déjà et que vous n'avez aucune attitude là-dedans. En tout cas, il peut avoir une attitude d'action, mais moi je trouve que c'est pas suffisant. Il faut quand même une attitude que le monde prenne forme aussi vis-à-vis des intentions narratives et de ce que les gens veulent de leur personnage. En tout cas, s'ils ont des idées vis-à-vis de ça. Si je dis que mon personnage vient d'un archipel dans lequel, qui est de telle manière, qui est peut-être axé sur l'agriculture, c'est quelque chose qui peut être intégré au monde d'une manière ou d'une autre.
que juste de dire, bon, bah, je vais choisir tel endroit dans ce que tu me laisses comme possibilité. Oui, oui. Après, c'est peut-être un choix scénaristique aussi, mais c'est vrai que c'est plus chouette quand tu es créateur, comme tu dis, du monde, enfin, co-créateur du monde dans lequel tu évolues. Voilà, en tout cas, moi, dans toutes mes campagnes, j'ajuste les enjeux et les choses qui se passent vis-à-vis des personnages qui sont créés dedans. Je pense que, voilà, ça, c'est le seul côté où ça peut être un red flag, c'est si même avant de commencer, même avant quoi que ce soit, il y a déjà un manuel, surtout si c'est plus que 10 pages. En fait, moi, mon red flag, ce serait plutôt s'il y a 100 pages avant même la création le gars, il a écrit un du livre, en truc, fait. ça commence un peu à m'inquiéter, surtout si c'est dans un univers maison. Voilà. Bah, vous avez déjà un petit peu parlé du deuxième red flag, parce que c'est par rapport aux joueurs, mais c'était dans le même esprit. C'est les joueurs veulent participer au lore. Mais vous en avez déjà parlé, maintenant je sais pas si vous avez autre chose à dire. Bah, je pense que c'est bien participer au lore, sinon, enfin, je pense que c'est bien que ton personnage ait un impact sur le monde comme n'importe qui a un impact sur le monde dans lequel il est, de par l'histoire qu'il a vécue avant d'arriver à la première session, que tu commences niveau 1 ou niveau 4, 5, n'importe. Tu as quand même vécu des choses avant, sauf si c'est une campagne qui commence quand tout le monde vient à la maternelle et que tu fais une on pourrait faire une campagne me pète comme ça. Tous les X niveaux, tu gagnes 5 ans, tu vois. Crame pas trop vite. Tu passes par c'est Seven mais amélioré où tu fais de la maternelle jusqu'à l'université en fait, et puis tu pars dans une campagne normale. Donc tu commences ta campagne classique niveau 10, mais pourquoi pas finalement, parce que t'as gagné l'expérience. Voilà, peut-être que quand t'as un personnage de 25 ans, t'es peut-être pas niveau 1 non plus finalement, tu as vécu d'autres choses avant. Voilà. Et puis tu pars à l'aventure pour rembourser tes dettes, c'est ça? C'est ça, pour rembourser ma dette étudiante et mes traumas comme tout personnage de JDR, sauf que ton trauma, c'est le fait que tu n'as pas réussi à avoir la faculté que tu voulais, et beaucoup de désillusions à ce niveau-là. Ouais. Et tu as gardé ces amis toxiques qui ne veulent plus te lâcher maintenant. C'est vrai. Et t'es obligé de partir à l'aventure avec eux. Et t'espères chaque jour que l'un d'entre eux va mourir. Si seulement il pouvait être mangé par un dragon, c'est Ok, alors après ces tergiversations magnifiques, le MJ, donc je vous red flag, le MJ ne modifie pas sa voix pour ses différents PNJ. C'est une compétence ça aussi, enfin, ça peut être compliqué pour certaines personnes de le faire, mais après, c'est pas plus drôle. Après, je sais pas s'il faut. Est-ce que c'est vraiment modifier la voix, prendre une autre voix comme si tu faisais du doublage, ou est-ce que, si tu monter dans les aigus, si tu changes un peu l'intonation ou la manière dont tu parles, ou que tu as un défaut de prononciation, je sais pas si vraiment je compte ça en modifier la voix. Moi, franchement, je pense que c'est comme tous les trucs. C'est un outil qui est à la disposition des MJ comme n'importe quel autre outil. Déjà, largement, ça n'empêche pas d'être un bon MJ, de ne pas le faire, voire de ne pas changer son intonation. Il y a quand même moyen de créer l'immersion dedans. Moi, clairement, je ne le fais pas pour tous mes PNJ, même si j'ai quand même tendance à essayer de leur donner des maniérismes, un vocabulaire. Voilà, mais déjà, moi, je pense que plus que changer sa voix, même des maniérismes, c'est au moins, c'est faire en sorte que ça soit des personnes, donc chaque personne a son vocabulaire, a son historique, et donc autant qu'on puisse le faire, essayer de faire attention à ça, à comment on parle, mais après, il y a des MJ qui, pour toute une partie de leur PNJ, indiquent toute une série de discours, les paraphrases, et ça peut aussi fonctionner. Sûr que c'est moins immersif, surtout si ça se répète.
moins immersif Ouais. si c'est à la troisième personne et paraphrasé, mais ça n'empêche pas que ça fonctionne. Donc, moi, je dirais même que c'est dans l'autre sens, ça pourrait être un red flag, le MJ qui insiste tout le temps pour quel que soit le contexte, quel que soit le type de scénario, à toujours être 100% intensément personne à chaque fois. un personnage. S'il y a des situations qui sont des blagues, c'est pas toujours obligé d'essayer d'avoir une réaction hautement. Oui, je pense que l'accent que tu vas prendre pour un personnage ne fait pas l'histoire que tu vis quoi qu'il arrive. Non. Donc, comme tu dis, c'est un bonus pour l'immersion, mais ce n'est pas. Je pense pas que ce soit obligatoire. Moi, j'aime bien le Et puis, faire, mais je sais que je suis voilà. aussi très mauvais pour tenir des accents. Donc, ce sera plutôt dans la manière dont c'est écrit, peut-être le niveau de langage d'un personnage par rapport à un autre. ce Ou genre même de des choses. petites choses, genre si le PNJ il est saoulé de voir les gens, bah fatalement tu vas parler différemment, alors Ouais. que s'il est content de les voir, ça va déjà Ou être un, autre ou un type de quoi. langage, tu vois, quelque chose qui dit tout le temps, ou qui Ouais. revient sur ce genre de choses. Ou alors, tu peux faire des PNJ qui parlent très vite, et puis après, tes PNJ conspirent pour que tu sois obligé de faire parler tes deux PNJ tout seuls l'un vers l'autre, Ça, c'est et ils te regardent parler à toi-même pendant 2-3 minutes. Mais tout le monde s'amuse. Je ne sais pas si c'est le concept général d'une session, mais l'amusement, c'est le but. voilà, exactement. Et Après, j'avais c'est plus de bien. souffle, mais Bah, ça donne des infos hein, quand deux PNJ discutent ensemble. Oui, mais Ouais. faut peut-être lancer un sort de lenteur, par pitié, pour aussi bien Pour les ne pas MJ que que pour les Carmen joueurs, je meurt au bout pense. de 2 minutes. Je pense. non. Alors, nouveau red flag, donc c'est le 4e. C'est quand on parle des joueurs, oui, parce qu'il y en a 2 que vous avez réglés en un. Les joueurs règlent leurs problèmes personnels en jeu. En même temps, est-ce que c'est pas plus socialement acceptable de balancer une boule de feu dans une pièce close que de gifler la personne directement? C'est pas obligé d'être des problèmes entre les joueurs, ça peut, mais ça peut même être, je sais pas, quelqu'un qui a eu un problème dans son enfance avec son père et qui, du coup, met un personnage qui a un problème avec son père pour pouvoir le confronter et peut-être lui balancer une boule de feu à la figure. Je ne sais pas, mais c'est pas obligé d'être entre les joueurs, mais les deux sont intéressants. Discuter. Ça dépend à quel point c'est récurrent dans l'histoire et à quel point ça empêche peut-être le bon déroulement de l'histoire. Parce que, comme tu l'as dit, c'est juste une personne qui se crée un perso qui a des soucis avec son père. Bah, au final, les parents des aventuriers, on les croise pas tant que ça. Et si la fois où on le croise, il lui balance une boule de feu et c'est fini, bah, ma foi, s'il est soulagé et que ça s'est juste passé normalement dans le jeu, ça passe, quoi. Maintenant, quand c'est entre des joueurs, c'est peut-être un peu plus délicat quand même. Mais pour répondre sur ce point, moi, déjà, parfois, c'est pas conscient. Ouais. Après, c'est une réponse qui est un peu récurrente dans tous ces problèmes-là, mais ça dépend aussi de ce qu'on a discuté en session 0, ou en tout cas de quel est le contrat social explicite ou implicite à la table. Parce que s'il y a un joueur ou une joueuse qui arrive avec un personnage qui va avoir plein de problèmes, plein de dramas, plein de pathos, si c'est prévu comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est le problème de l'elfe noir, goth, et toujours dans cette émotion qui est au milieu de 4 gnomes qui font tout exploser et qui sont dans un cirque, il va quand même avoir un problème de tonalité et un problème d'amusement pour l'ensemble des joueurs à la table. Donc, moi, je dirais, déjà, il faut quand même avoir conscience que parfois, il y a des choses qui vont marquer un joueur, une joueuse, et que avoir des émotions à la table, surtout quand on a des histoires dans lesquelles on s'attache fort, ou que quelqu'un réalise quelque chose par rapport à sa vie perso à une table, ça peut arriver sans que ça soit nécessairement prévu. Même si parfois, j'imagine que parfois de l'extérieur, ça semble évident que ça va donner ça, on n'est pas toujours le mieux passé pour voir ses propres trucs.
clairement. Donc, moi, je dirais, je suis entre les deux, mais voilà, que la seule chose que je dirais, c'est que, parfois, si on se rend compte de quelque chose et qu'en tant que joueur, on n'est pas à l'aise vis-à-vis du niveau d'intimité ou d'émotion ou de drama parcouru à la table, ça ne doit pas être vu comme un red flag. Ce n'est qu'un red flag que si l'autre joueur et ou l'AMJ refuse d'en parler quand le joueur fait part de son mal à l'aise vis-à-vis de ce qui est exploré à la table. C'est un jeu, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on fait autour de la table. Ça me fait penser à un truc pour un JDR que j'ai déjà fait avec d'autres gens. Oui, je sais. Tu fais des JDR avec d'autres gens. Oui, je suis Oh vraiment. mon Dieu. Je suis vraiment désolé. Je suis trahi. Oui, j'ai connu d'autres MJ. Je sais. Ce n'est pas ce que tu crois, mais ça m'est arrivé. Est-ce que tu as leur clé? Non. Mais où là justement en prémisse de jeu là on avait reçu une fiche avec toute une série de trigger warning en fait, plus ou moins fort. Est-ce qu'il y a des sujets où ça peut être abordé par exemple, mais peut-être pas tourner toute la campagne autour de ça, et d'autres où c'est vraiment non, ou alors ça on peut l'aborder peut-être pour d'autres personnages, mais moi personnellement je ne suis pas à l'aise à vivre ce type de situation, et je trouve que c'était quand même plutôt bien comme initiative. Moi je ne l'ai jamais fait explicitement, j'ai déjà utilisé, mais par exemple avec vous c'est plutôt des discussions, par exemple on ne passe plus d'araignée. Mais non, mais ce n'est pas que pour toi, tu n'es pas la seule. Oui, je sais. Il n'y a plus d'araignées géantes. Ça a combien de pattes un nom cake? Ça a combien de pattes? Ça s'appelle un gnome cake, donc ça va. Un gnome cake. Ça ne ressemble pas pas à un gnome cake. Voilà. Ça ressemble plus à un scorpion qu'une araignée de toute façon. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas du tout une araignée. Mais voilà, mais de toute façon, c'est sûr que les phobies, les choses qui dérangent vraiment les gens, ça n'a aucun intérêt de les mettre. Donc, oui, voilà, je pense que les outils, c'est vraiment bien, mais la façon dont on assure le safe space autour de la table, j'ai un truc de mémoire sur le français, c'est pas grave, c'est pas la première fois. Ça peut être par des outils, mais ça peut aussi être par la communication continue, parce qu'on peut pas toujours savoir ni prévoir. Mais voilà, mais l'important c'est de non, mais aussi tu peux faire une liste et quand même voilà, et donc ça peut être soit on s'interrompt pendant la session, soit après on en parle. Par exemple, là, je prends l'exemple quand même pour la compagnie des astres. Vous m'aviez fait part du fait que voilà, vous n'aimiez pas croiser des araignées géantes. Après, du coup, on avait eu une discussion, je ne sais plus si j'avais fait un formulaire, je ne sais plus, mais où il y avait une série où justement, j'avais posé dans les phobies classiques ou non classiques, est-ce qu'il y a des choses que voilà, et que depuis, voilà, je me base là-dessus. Et puis voilà, je pense. Après, c'est sûr que il faut avoir des outils et avoir une communication ouverte. Moi, personnellement, je reste persuadé que si tu joues avec des gens que tu connais depuis très longtemps et qu'on a une communication ouverte sur ce genre de sujet, on peut. Certains diraient que peut-être à raison qu'il faut toujours avoir des outils formels pour que ce soit disponible, mais on peut s'en passer et juste compter sur le fait que on a quand même un outil informel qui est on fait quand même constamment des feedbacks vis-à-vis des parties. Puis même tant que tu te sens suffisamment à l'aise avec les gens, tu sais en parler plus facilement. Oui, mais voilà, mais c'est ça que je dis. En effet, mais c'est sûr que quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas aussi bien, c'est vraiment important. Il y a ces listes, il y a la carte X,
si quelqu'un touche la carte, ça veut dire qu'on interrompt la partie et on parle de quel est le problème. Il y a vraiment plein d'outils qui sont vraiment, vraiment bien. Voilà. Avant-dernier red flag, le MJ refuse catégoriquement de donner les stats d'un monstre. C'est normal. Quand tu te trouves face à un ennemi, tu sais pas exactement cet ennemi s'il est fort, moins fort. Si, mais comment tu veux que je sache si je peux gaspiller mon sort ultra fort et ultra stylé en disant que je vais achever le monstre et faire un truc et faire en sorte que mon personnage soit acclamé de tous si je ne sais pas combien de points de vie lui reste en fait. Comment Où est le ça, tout le monde se bat. Où est le red flag? Et puis voilà. Non, je pense pas. Parce que, en fait, ça dépend de ce que c'est. Parce que, moi, ce que j'entends, qui peut être un red flag si le MJ, pour quelle que soit la raison, a décidé que son truc était tellement badass, tellement fort, qu'il refuse, quels que soient les jets, quelles que soient les recherches que les trucs donnent, refuse de donner la moindre information sur l'ennemi parce que il veut juste être sûr de pouvoir tabasser les personnages joueurs. Là, c'est un red flag. Parce que si c'est une question de, il refuse de donner la fiche, peut-être que la fiche, elle n'existe pas parce que, moi, ça m'arrive quand même, de ne pas avoir, de faire du homebrew dans ma tête parfois. Je vais avoir des ennemis qui n'ont pas de fiche, et surtout pour certains ennemis secondaires ou improvisés, ils vont pas avoir de fiches. Si c'est un combat dont je sais qu'il va durer moins d'1 heure, je suis parfaitement, en tout cas moins capable de, après je peux me tromper comme je peux me tromper en lisant une fiche, mais de juste déterminer une fiche dans ma tête et de la garder pour l'heure du combat. Si tu me demandes de l'envoyer 2 jours après, Après, je pense pas que ce soit un red flag parce que justement, c'est ce qui fait aussi le combat. C'est tu ne sais pas finalement. T'as des ennemis sur lesquels tu peux effectivement te renseigner si tu les Oui, il y a des tu sais, genre un mot. Ou alors, tu sais qu'un jour, ou alors tu entends qu'il y a tel truc qui fait des ravages dans une région et par enquête, tu vois des schémas sur une bête qui aurait été... tu trouves un vieux manuel de quelqu'un qui a déjà observé ce type de créature il y a plusieurs années et tu peux déjà avoir quelques informations. Ou alors, si pendant le combat, au lieu d'attaquer, tu prends un temps pour étudier la créature. Puis, imagine, c'est une sorte de gros animal peut-être un peu modifié, mais imaginons t'as un rôdeur. Je pense que tu peux aussi étudier la créature et avoir des informations parce que c'est logique finalement qu'à l'observation tu puisses déterminer certaines choses. C'est ça que je disais. Pas que tu vas ça peut être un red flag si le MJ pour être sûr que... Oui, fatalement, si tu demandes hors du jeu, un peu en mode c'est quoi la fiche technique. C'est quoi, c'est la classe d'armure de ce monstre-là. Que si tu fais en mode roleplay, oui, j'aimerais étudier pour savoir si c'est un truc que je connais ou pas, oui. Moi, je pense que le red flag n'est pas de ne pas donner la fiche. C'est de la demander. Non, c'est de ne pas permettre de pouvoir déduire des choses et d'être complètement à l'aveugle finalement, parce que tu peux déduire des choses par l'observation ou en testant des choses sur un monstre, notamment quelles sont ses faiblesses ou autres. Est-ce que, par exemple, tu as un monstre qui paraît super puissant, mais tu remarques par exemple qu'il évite de s'approcher de tel point d'eau ou qu'il évite toutes les flaques qu'il croise. Toi, c'est ce genre de petit indice, je pense, qui est bien aussi. Parce que si tu as juste la fiche, c'est pas drôle en fait. Tu te dis, ok, il a tel stat, donc il faut que je fasse ça et je m'arrête. Parce qu'on sort vite dans ce cas-là du jeu de rôle, on vient uniquement dans un jeu, dans un wargame, quoi. Ouais, le but c'est pas juste de battre l'ennemi, c'est de jouer à battre l'ennemi. C'est ça. Elle m'a mis des épées. Parce que si ça s'appelle le jeu de rôle aussi, c'est parce que, c'est drôle. Non. C'est-à-dire que si tu es dans l'immersion, etc., ton personnage dans son histoire,
connaît peut-être le truc, mais ne connaît, enfin, la N'a pas créature, la- mais ne connaît la pas toutes les technique, statistiques ouais. de la créature, tu vois, c'est à l'essai-erreur et Si t'as pas perdu 2-3 sorts à balancer des boules de feu pour te dire il est résistant en au feu, voilà. c'est dommage. J'irais même jusqu'à dire que le personnage n'a même pas conscience de ses propres statistiques. Oui, Oui, c'est vrai. oui. Ben, après ça, oui et non. Hein. Non, mais Il est conscient de ses points il a forts et conscience de ses points faiblesses. forts, mais il sait pas qu'il a un +5 ou un +6 ou un plus machin. Et il sait pas qu'il a Oui. raté son jet. Il a juste eu le vent en contresens, quoi. Oui, oui. mais ce que je veux dire, c'est qu'après, dans l'autre sens, le personnage ayant vécu sa vie et s'étant entraîné pour ça, le fait, on doit quand même, ça, pour pouvoir jouer un personnage compétent, il faut bien d'une façon ou d'une autre avoir l'abstraction de son niveau de connaissance. Donc, par contre, dans l'autre sens, la personne qui refuse de réfléchir aux mécaniques, en tout cas, si on choisit de jouer à un jeu hautement en mécanique, si tu veux jouer un personnage compétent, surtout s'il est plus ou moins haut niveau, ben, il va falloir, dans l'autre sens, connaître quand même certaines choses de base sur les ennemis d'une façon ou d'une autre. Si on commence une campagne pour niveau, bah, il y a certaines choses sur certains ennemis vont attaquer plus souvent, certains ennemis ont des résistances, certains trucs. Ou Oui, si tu n'acceptes pas de te dire que tu sais ce genre de choses, bah si tu ignores certaines mécaniques, tu n'accomplis pas ta fiction de jouer un personnage compétent. C'est vrai que si t'as un personnage de niveau 20, tu te dis À que méditer. ton personnage sait qu'un dragon peut-être est plus rapide et qu'il aura 2 attaques par tour ou un truc Oui, comme ça finalement. Et tu sais qu'un mort vivant, c'est moins solide que Tiamat. C'est ça. Voilà. Qui n'est pas si solide que ça finalement. C'est juste un élevé à 0 PV pour tous les récupérer C'est vrai, juste après. Donc c'est vrai. c'est Voilà. 300 PV. C'est vraiment- Et là aussi, par exemple, dans l'autre sens sur ce sujet-là, puisque donc, la compagnie des astres, donc notre campagne de 6 ans IRL, ils ont combattu récemment Tiamat, pendant tout un moment donné où vous m'avez, toi Raphaël, tu m'avais demandé quelle fiche de perso, machin, enfin quelle fiche de PNJ c'était pour Tiamat. Je t'ai menti en te disant que c'était une ombo. En fait, c'était juste l'avatar de Tiamat avec une très légère modification sur ses PV et certaines conditions spécifiques. Mais sinon, c'était juste une fiche officielle. Mais puisque je voulais être sûr que tu n'allais pas commencer à aller étudier ou trop te baser là-dessus, je t'ai menti. Mais en fait, à la base, c'était pas tellement pour savoir, pour préparer à l'avance ou autre, c'est juste que j'étais tombé sur une fiche, je me dis, en fait, il y en a plusieurs, je me dis, est-ce qu'on est seulement capable de faire ça finalement? Non, c'est pour ça que pendant tout un temps, on s'est dit, le mieux, c'est d'empêcher qu'elle arrive. C'est vrai. Alors qu'elle est... On n'a pas réussi. Non, on n'a pas réussi à l'empêcher. Mais on l'a vaincu. Voilà. On aurait juste dû tuer tout le monde depuis le début. S'il n'y a plus personne, il On n'y a est plus de quasiment problème. tous Voilà. morts, donc ça revient un peu Oui, quand même. oui. Voilà. Après, ça veut juste dire que Raph est le red flag parce que c'est lui qui a demandé la fiche. Hein. Sinon, les joueurs normaux, ils se disent waouh, voilà. Je tiens à dire que j'ai demandé la fiche pour quelqu'un d'autre. Mais je tairai cette information. Cette personne n'est pas dans cette pièce. donc Cette c'est pas personne grave. n'est pas dans Voilà. cette pièce, donc je n'en parlerai pas. Je n'ai fait qu'obéir aux Je n'ai ordres. fait qu'obéir aux ordres. Mais on sait tous qu'il a chié la mort rouge. Effectivement. Anyway. Vous en saurez plus quand on finira par écrire les chroniques de la Compagnie des Astres. Correctement. Alors, dernier red flag, les joueurs veulent garder les intentions de leur personnage complètement secrètes des autres joueurs et du MJ. C'est un tout petit peu embêtant. Parce que les joueurs se retrouvent à faire des choses et tout le monde est autour en disant mais pourquoi? Et même en sortant du retour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies de faire? On ne sait pas. Sauf que comme on l'avait déjà dit plusieurs fois dans des red flags et tout, l'intérêt c'est quand même de jouer tous ensemble. Donc, ok, on peut avoir peut-être un intérêt qu'on garde secret en mode faire la surprise à mes copains après. Mais s'il n'y a pas de surprise à faire après, ça sert un peu à rien. Si c'est genre en mode, bon les gars, je disparais pendant un temps pour faire ma quête de mon côté et vous ne saurez pas pourquoi et en fait ça n'aura aucun impact sur notre campagne principale, ça sert un peu à rien, quoi. Et en tant que MJ, de façon générale, la réflexion, c'est quand même qu'en tant que MJ, on essaye d'avoir des situations,
des questions narratives, que ça soit au travers de quêtes liées au sujet, de PNJ qui sont en harmonie ou en désharmonie avec le sujet, que ça soit des situations, des objets, enfin peu importe, n'importe quel élément du jeu et de l'histoire, pour pouvoir questionner, challenger cette problématique qui tient à cœur idéalement à la fois d'une certaine façon aux joueurs et surtout aux personnages. Et que si ce n'est jamais discuté, c'est un peu compliqué de la faire apparaître en jeu. Donc je pense que là il y a vraiment, c'est pas nécessairement un red flag, c'est juste que je pense que c'est moins ça donne une expérience de jeu moins profonde et moins satisfaisante. Pour tout le monde. Pour aussi tout bien le pour monde. toi que pour les autres. Oui, pour la joueuse concernée, pour le MJ et pour le reste de la table. Moi, je trouve même que, à l'inverse, il y a quelque chose de très satisfaisant à dire aux autres joueurs. Voilà ce que vous ne savez pas. Voilà et maintenant, vous devez jouer sans le savoir. Vos personnages ne savent pas ça. Et même si c'est par exemple, je sais pas moi, un joueur un personnage qui part faire quelque chose secrètement. Alors, moi, je suis pas pour les personnages qui plantent un couteau dans le dos de la compagnie parce que de nouveau, on joue tous ensemble, mais qui a un secret parce que, par exemple, il a un rapport avec le grand méchant ou parce que juste, il a un truc sur le côté que les autres ne savent pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et je trouve ça super intéressant de se dire, voilà ce que vous savez pas. Ou alors, en effet, les petites surprises. Par exemple, dans la compagnie des astres, j'ai changé de sous-classe. Je vous ai pas prévenu à l'avance. Et j'ai fait un truc avec Carmelo où j'avais prévu à l'avance que j'envoyais des messages dans la tête des uns des autres parce que avant j'étais pas du tout, je lançais pas de sorts. Et puis là, je lançais des sorts tout à coup. Et comme ça, vous vous demandiez tous, mais d'où viennent ces voix que j'entends dans ma tête, machin, etc. Donc ça, c'était un truc que j'avais prévu avec Carmelo à l'avance, mais déjà, j'avais parlé avec le MJ. Donc j'étais pas juste moi toute seule. Et c'était juste environ, je sais pas moi, 2 minutes du jeu, c'était pas tout le jeu, c'était, et voilà, maintenant, et même, ça a créé la surprise, quoi, pour tout le monde, c'était un truc positif, donc c'était après, je pense que cacher, que ton personnage, ait des choses qui ne soient pas dites aux autres joueurs, en tout cas pas directement, que tu fasses des trucs de ton côté, mais qui sont quand même voués à être découverts au fur et à mesure, ou que ça a un impact sur le jeu général. Pour moi, c'est pas un problème à partir du moment où c'est convenu avec le MJ à la base. En fait. C'est la moindre des choses. C'est là, quand on a fait les songes des cieux brisés, on a tous écrit notre perso à l'avance, mais moi j'ai mis des détails à destination de Carmelo, que lui sache d'où venait mon personnage, mais que vous n'étiez pas nécessairement censé lire ou quoi. Comme ça, quand on se rencontrait, vos personnages savaient pas d'où le mien venait, etc. Et c'était à voir, tiens, est-ce qu'on va se livrer un peu plus au fur et à mesure de la campagne ou pas. Donc Carmelo, ça l'aidait pour savoir d'où je venais ou faire partir un peu le truc. Mais vous, c'était pas utile que vous le sachiez, même si ça se voyait un peu en partie et tout, quoi. C'est comme dans une partie de JDR que je donne en tant que PNJ. Par exemple, j'avais un personnage, en fait, il devait aller dans un royaume. Sauf que les autres, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce personnage-là, en fait, avait été banni de ce royaume-là et il était recherché et en fait, il s'était réfugié à l'Académie des Aventuriers pour échapper justement à ses poursuivants. Et donc, ça a créé tout un truc sur comment est-ce que du coup, ils allaient faire en sorte de se retrouver, de devoir quand même... comment est-ce qu'ils allaient faire pour aller jusque-là sans que le gars s'arrête. Et le fait que tout le monde n'ait pas les autres n'aient pas cette information-là à la base, comment est-ce que la personne concernée va l'annoncer aux autres? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va donner toutes les informations, une partie des informations? Ce genre de choses. Ou même avec la compagnie des Astres, où Victor a fait des choses dont il n'a pas parlé à la compagnie et qui auront peut-être un jour une incidence ou pas. Voilà, on verra bien, mais qui sont prévus, qui ne sont pas juste. Moi qui me suis dit, moi qui étais un jour, en fait, depuis le début, j'avais un grand objectif secret. Je suis un simulacre depuis le début. Ce mot est dégueulasse. D'ailleurs, il y a un jeu de rôle où tu peux faire ça, des secrets à tout le monde.
c'est Passion passionné de de la la passionnesse, parce que de toute façon, même toi, tu ne le sais pas que tu as ce secret. C'est sur le moment où tu vas faire, au fait, je ne suis pas moi. Voilà, en effet. Mais donc, je pense qu'effectivement, ce n'est pas un red flag à partir du moment où le c'est MJ, convenu avec le MJ, que c'est pas Pareil, juste toi qui fais ta mission personnelle, aussi bien par rapport aux autres que par rapport au maître du jeu, parce qu'à ce moment-là, tu fais ton histoire de ton côté, et le maître du jeu n'a plus aucune prise sur cette partie de l'histoire, et comment construire un truc ensemble à ce moment-là. Ouais. Bah, ça revient un peu avec les red flags dont on parlait avant. Le MJ, bah oui, il peut préparer tout son truc, mais c'est bien si les joueurs amènent aussi des petites choses en disant, ah bah moi dans mon passé il y a eu ça, et donc que le MJ l'achète. Et puis, est-ce que ça fait partie du jeu ou pas, à un moment c'est pas grave. Donc ouais, c'est assez sympa. Et ben maintenant, on va passer aux questions. Oui. Oh. Et a priori, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est pourquoi avoir commencé les rôlistes des limbes et comment, etc. Carmela peut-être. C'est Bah. un peu de toi et Manu, je crois. Oui, on en avait vaguement parlé comme ça qu'un jour, parce que donc, c'est quand, donc, la première considération, c'est qu'on regarde beaucoup de jeux de rôle, en ligne, surtout en anglais, surtout Dimension 20. Si vous voyez tout le merch qui circule par ici. Après qu'il y en a beaucoup là. Et donc il y a ça, et puis après c'est venu aussi d'une opportunité où notre réalisateur sur les songes des cieux brisés, Chris, avait accès à local et à des caméras gratuitement à disposition. Vous verrez les remerciements sur la campagne si vous voulez voir plus d'informations. Et donc dans ce contexte-là, on s'est dit, oui, on y réfléchissait juste comme ça, du fait que ça pourrait être marrant. Et donc après, on a eu, là, c'était comme l'occasion de le faire. Du coup, on vous en a parlé à tous les deux. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Même si je suis pas sûr qu'au début on se soit dit on va tout de suite partir sur faire 3 énormes battle sets et passer tous les samedis et tous les jeudis soirs pendant 4 mois, parce que c'est à peu près ça. On n'était pas là tous les jours, on n'était pas tous là tous les jours, mais on a travaillé globalement samedi et jeudi pendant. Parfois ensemble, parfois sur des choses séparées, chacun. Peindre des miniatures pendant des heures et des heures tous les soirs, en fait. Et puis te rends compte que tes miniatures n'apparaissent pas dans la campagne. Ah oui, oui, voilà. Ça, je pense que c'est arrivé à vous, parce que moi, je ne parle pas beaucoup. Non, moi, tout ce que j'ai pas est apparu. Eh voilà, c'est du joli. Après, l'avantage, c'est que j'ai surtout fait beaucoup de battle sets, donc t'as moins peint de figurines. J'ai moins peint de figurines. Manon a peint beaucoup de figurines, donc c'est logique que peut-être il n'y ait pas toutes ces figurines. C'est ça. Quand on a peint quelques-unes, et il y en a quelques-unes qui ne sont pas apparues. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont apparues. Oui. Le plus important, c'est quand même le battle set. Enfin, le plus impressionnant, en tout cas. Oui. Qui se porte toujours bien, d'ailleurs. Le battle set va bien, rassurez-vous, il n'est pas malade. Je l'ai croisé l'autre jour, il a commencé à fonder une famille. Ouais. C'est vrai qu'il s'est multiplié. Il a eu un petit dernier, enfin un gros dernier. Oui. Quand même. Un beau bébé, ça. Parce que du coup, pourquoi faire des battle sets uniquement pour des campagnes filmées? On va faire des gros battle sets quand on en avait déjà fait, hein. Oui. C'est juste que celui-ci était énorme. En envergure, et le plus conséquent qu'on ait fait. On ne pouvait pas voir tout le battle set, même en étant debout autour de la table. Notons que le premier battle set qu'on a eu, c'était à la première session, ça tenait globalement dans un plat en métal. Parce que c'était en glace. Oui, c'était en glace. Carmelo, vous avez quand même fait un battle set en glace. Mais il y avait 2 morceaux, qui tenait dans... Il y avait 2 morceaux, ouais. Qui était dans 2 plats en métal. Mais globalement, c'était du 50 cm par 20, par 30. Oui. Mais c'est réaliste. Et les battle sets qu'on a eu après, c'était juste des éléments qui étaient mis côte à côte pour faire un essai de battle set qu'on peut réutiliser ailleurs, mais ce n'était pas des trucs d'une pièce, quoi. Ouais.
Après, le battle set ne fait pas tout. Je pense que c'est Oui. l'histoire et l'immersion qui fait que parfois tu reviens sur un battle set, tu dis ah oui, c'était juste ça finalement, alors qu'au moment du combat, tu te disais waouh, il se passe ça, il y a plein de trucs. Parce que tout d'un coup, il y a un truc concret. C'est vrai que quand tu fais ta campagne ou ton JDR de base, bah, c'est beaucoup parler, t'imagines les choses. Ça dépend du. Quand tu sais imaginer les choses. Ça, je veux dire, ça dépend des images que tu as dans ta tête finalement. Oui, mais Carmelo n'a pas d'image dans sa tête, mais il a des fiches de monstres dans sa Oui, tête, oui. hein, les gars. Moi, je les imagine vraiment comme affiché sur un ordi en plus. Mais en fait, l'imagination de Carmelo, c'est une liste de courses. Non, c'est beaucoup de fenêtres ouvertes. c'est des hyperliens. C'est des clusters d'informations. Alors, et quand tu dois fabriquer un battle set d'un endroit que tu connais, mais que tu ne dois pas reconnaître, et que c'est Carmelo qui t'en fait la description, qui est une description dans sa tête, et que toi tu dois essayer de t'imaginer avec des images et ne pas reconnaître où tu es. Mais ça a marché. Ça a marché à partir du moment où je pense que je n'avais pas non plus la même conception de comment étaient les endroits à la base entre ce que toi tu imagines et ce que moi j'imaginais. Mais effectivement, je pensais qu'on allait se retrouver dans des plaines, ben non, on était dans le quartier d'à côté finalement. Dernière question, et puis on clôturera ce live. Quand vous faites les vidéos pour les rôlistes, c'est quoi que vous préférez tourner comme vidéo? Que ce soit les lives, les campagnes, les shorts. J'allais dire que ce que je tous les préfère, genres c'est de quand le montage shorts. est terminé. Mais... C'est-à-dire rarement. Rarement pour moi. Qu'est-ce que je préfère filmer? En format long, je pense que je préfère filmer les fois où je suis joueur dans un one-shot. Juste parce que, enfin, je sais pas si je préfère, c'est juste une question. Comme ça me change, du coup, j'ai plus un peu flexibilité, un peu il faut en profiter, c'est un peu l'occasion. Sinon, dans les trucs que je préfère filmer dans ce qu'on fait, ben, les jets de compétences, les trucs humoristiques comme ça sympa. Et puis aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est les fois où on a une idée qui est une idée un peu débile et qu'on a l'occasion de le filmer, un peu après. Enfin, le truc de le truc qu'on avait fait avec Cicolita, par exemple, pour le top 3, et on est parti, c'est moi surtout qui c'est parti. On va choisir les plus beaux tops, de Monstres d'Emmanuel. On y a réfléchi, on se voyait 2 jours après, on l'a filmé comme ça, il n'y avait pas de script, c'est juste en impro. Des trucs comme ça, moi, ça me fait rire. Parce que aussi, j'aime bien l'idée ce n'est que de la créativité, on a une idée un peu loufoque qu'on peut faire assez facilement, et du coup, on le fait. Ouais. Parce que beaucoup de choses qu'on fait, que ça soit les comment on y joue, c'est super cool. Sauf il faut écrire, faire relire, voir comment on met en scène pour que ça soit quand même didactique et ludique. C'est quand même autre chose de filmer une bêtise rapidement comme ça. Même un jet de compétences quand même, le jet de compétences survie, il a fallu l'écrire, voir comment on allait filmer. Le jet de compétences. J'ai encore failli casser 2 fois mes lunettes, mais bon, pourquoi est-ce que je fais dérouler le bleu au milieu de mon jardin? Pour Ça, les c'est vues, ma faute. pour les vues. J'aimerais bien. Moi, j'aime bien quand même les comment on y joue, mais après, parce que moi, je suis dans la partie facile des comment on y joue. C'est-à-dire, je viens pour le moment du tournage, et puis le montage. Donc, c'est pas moi qui fais l'écriture, parce que le rôle que je fais dans les comment on y joue est véridique. À partir du moment où tu ne comprends rien, en fait, ta partie n'est pas écrite, c'est toi qui À partir du moment où moi-même, j'attends que maman tourne les comment on y joue pour comprendre comment on joue. Non, les comment on y joue, c'est toujours drôle, parce que c'est vrai que du coup, c'est là que je vois que c'est bien expliqué, que en effet, il y a peut-être des trucs que j'avais pas compris, ou au contraire qu'il y a des trucs que j'avais compris, quand même, parfois, ça arrive. Et parfois, il y a des trucs que tu ne comprends pas, du coup, on t'envoie tes vidéos de comment on les joue, pour que tu saches comment les faire. Et parce que pour l'instant, il y en a qu'un seul qui est publié. Mais il y a des bêtisiers de comment on y joue. Et dans la majorité des cas,
C'est Manon qui fait partie d'une bêtise. En même temps, dans les comment on y joue, Manon a beaucoup de choses à expliquer, avec des termes précis et compliqués, mais parfois elle rate sur des bêtes noires. Ouais, faut l'avouer. souvent. Mais ça reste drôle. Les montages aussi, moi j'aime bien quand même. Mm. J'aimerais prendre plus de temps pour le faire. Enfin, on fait chacun des montages un peu différents. Moi, je sais que reprendre des trucs de YouTube, je le fais pas et tout, mais des montages j'ai de compétences ou des comment on y joue, j'aime bien. J'aimerais bien prendre plus de temps pour le faire, pour qu'il y ait des trucs un peu plus fun. Mais, ça demande du temps. Déjà, juste faire du découpage, ça demande du temps parfois. Surtout quand Instagram me dit votre vidéo elle est trop longue et qu'il faut couper maintenant encore. Mais ouais, sinon les one-shots c'est drôle aussi. Hein. Je pense que je préfère quand même les one-shots. Parce que, enfin, en tant que joueur, t'as pas grand-chose à préparer. Bon, après, ça dépend du système aussi. Mais je pense que je préfère quand même les one-shots parce que, bah, c'est très spontané dans ce qu'on fait. C'est pas une question d'avoir préparé ou non un texte avant, parce que ça, j'aime encore bien d'écrire en amont. Mais je trouve que c'est chouette de juste... bah, tu ne sais pas comment ça va se passer et parfois tu découvres l'univers, tu découvres enfin, toute l'histoire, etc. Et donc, ça donne toujours quelque chose de très spontané et ouais, et il y a pas de conséquences. Et les dés font que ça ne se passe jamais non plus comme tu le prévois. Donc, après, c'est peut-être normal aussi que je préfère ça, étant donné que bah, c'est du jeu de rôle. Or, on fait ça aussi pour partager les trucs de jeu de rôle. Mais voilà, sinon, j'aime bien les chroniques aussi parce que voilà, c'est sympa, je trouve. Alors que ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. C'est vrai. Ça fait longtemps, plus d'une semaine, oh mon dieu. Non, mais il y a un truc aussi sympa dans les campagnes qu'on filme parce que c'est hard, c'est intense et en même temps, c'est un peu, bah, on a quand même bossé un peu plus le truc en amont et donc c'est sympa de se dire, ah, bah maintenant on arrive au moment où on va jouer les personnages qu'on a préparés dans l'univers qui a été préparé aussi, des trucs comme ça. Et puis, comme nous, à chaque fois, les campagnes, on les filme sur un temps resserré, ça fait un peu une bulle hors du temps où on se retrouve entre nous et voilà, je trouve que c'est sympa parce que bah, même si on se voit très souvent, là, c'est vraiment l'occasion de se voir pendant plusieurs jours. Voilà, c'est quand même cool aussi. C'est vrai que, enfin, comme je l'avais dit quand on avait posé la question sur est-ce qu'on est plus one-shot ou campagne, bah, vu que j'aime aussi m'appliquer dans le personnage et avoir tout l'impact émotionnel qui va avec le personnage quand tu fais une campagne un peu plus longue aussi, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc c'est vrai que les campagnes filmées sont très chouettes aussi à faire. Et toi, Manon? Moi, j'adore les comment on y joue. J'adore les écrire et tout. Genre, c'est mon côté prof qui aime ça aussi, qui aime bien. C'est le personnage principal. Bah, mais c'est surtout, c'est mon côté, comme dans les jeux de société, ma partie quasiment préférée, c'est de lire les règles. Le jeu de rôle, j'ai jamais lu le manuel en entier, je dois bien le dire, mais petit à petit. c'est ça. Mais par contre, j'adore récupérer une règle, essayer de voir comment on peut la retraduire différemment pour que tout le monde la comprenne, etc. Mais il y a un truc dont on ne parle pas assez, je trouve, qui m'a fait beaucoup rire quand on l'a fait, et je me dis qu'il faut qu'on recommence un moment, c'est Clotaire l'élémentaire. C'est vrai, Clotaire l'élémentaire. Voilà, le fameux. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez la saison 2. Dites non. T'as quasiment rien fait pour Clotaire. C'est ça. Si. Je devais rester immobile pour prendre une photo pendant que vous bougiez un tout petit peu, puis non, c'est pas beau, faut recommencer. Mais c'était, alors si je peux me permettre, ça a été sur un épisode que t'as fait, sinon c'est Benoît et moi qui venions et qui faisions nous-mêmes beaucoup d'épisodes. Beaucoup. Et Manon qui faisait des petits props. J'ai fait au moins 2 épisodes parce que j'ai tourné le cinéma. C'est vrai, on était que tous les deux. C'est vrai, le cinéma, mais moi j'ai fait un truc, justement, un cinéma. J'ai fait une boîte de nuit, j'ai fait un vase pour mettre des fleurs dedans. J'ai fait tous des petits props. Une plage, on a fait une plage. Ah oui, c'est vrai. On avait une plage et on mettait des morceaux de verre à chaque fois qu'il marchait. C'est super drôle. On s'est super bien. J'ai cherché des vidéos d'éruptions de volcans pour chercher des films pornographiques pour Clotaire. Excuse-moi, moi ça faisait un peu bizarre quand même. Et finalement, est-ce qu'on a mis ça ou est-ce qu'on a mis les fleurs? Je pense qu'on a mis les fleurs. On a mis les fleurs. On a mis les fleurs parce que c'est sa passion. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas mis quand même un volcan à un moment? Je ne sais plus.
Je ne sais plus, mais je rappelle que ce n'était pas les films érotiques de Clotaire, c'était Clotaire qui allait au cinéma en date. Il n'allait pas voir un film porno. Non. Ça c'est ressemble un petit peu. ton imagination à toi. C'est ton imagination à toi. Hein. C'est pour ça que t'as plus fait Clotaire. Oui, je me suis senti Donc, sale. le résumé, c'est Raphaël et le red flag. Hein. C'est ça. C'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup dans les vidéos. Et sur cette belle note, nous nous retrouverons justement avec Raphaël qui se rachètera jeudi prochain en nous proposant un super one-shot. Et donc, on se retrouve jeudi sur Twitch et lundi et mercredi pour nos publications de la semaine. N'hésitez pas à aller nous voir sur Insta, YouTube et TikTok. À bientôt, bonne soirée! Faut que j'écrive le one shot.